gigantesque. On voit que les espèces, vous parliez des espèces vivantes dans les océans, et bien évidemment elles migrent, elles vont chercher des températures qui correspondent plus à leur physiologie, donc elles s'écartent en fait de la ceinture et de l'équateur. Donc en gros les zones les plus pauvres du monde aujourd'hui se retrouvent au fur et à mesure privées en plus de leurs ressources, sachant qu'en plus on envoie nos bateaux de pêche industriels aller chercher là, dans ces eaux qui étaient aujourd'hui plus poissonneuses que chez nous parce qu'on est allé trop loin dans la surexploitation des espèces. On voit que ces zones-là qui ont le plus besoin des ressources sont celles qui vont être le plus sous pression en fait des ressources environnementales et de ce changement climatique. Donc c'est une catastrophe. Et c'est évidemment, pour juste une petite couche, parce que pourquoi se priver, rappeler qu'on estime qu'il y aura peut-être 200 millions de personnes qui seront à déplacer aux affinités des eaux. Donc voilà, on est quand même, le changement climatique a un premier effet visible très net sur l'océan et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Eh bien, on avait des bateaux de pêche en Europe qui allaient pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Évidemment, on a du mal à se représenter cette affaire-là quand on est dans son centre commercial devant l'étal de poissons. Se dire cette bête-là a été pêchée à 2000 mètres, mais oui. Et on est passé donc de 2000 mètres en fait, en gros, d'exploitation, entre 1500 et 2000 mètres d'exploitation à 800 mètres. Alors ça paraît toujours trop profond, mais ça permet quand même de protéger les organismes et les milieux qui étaient les plus vulnérables, puisqu'évidemment, privés de lumière, donc privés de nourriture, voilà, on est dans un cycle biologique qui est très lent. Donc ces océans profonds ont un petit peu de répit, au moins dans les eaux européennes. On n'en voit plus des grands bulldozers industriels raser ces coraux profonds qui sont multimillénaires, qui sont nés en même temps qu'on construisait les premières pyramides d'Égypte. Vous voyez, donc ça au moins, ça a été en effet un combat durement mené, mais gagné. Et vous êtes particulièrement sévère avec l'Europe, l'Europe qui ne joue pas le jeu, l'Europe qui ne prend pas les bonnes décisions pour préserver les ressources marines. Que devrait faire l'Europe pour préserver cette pêche durable en tout cas ? Alors l'Europe, de toute façon, c'est le sujet en fait, parce que nous on connaît la pêche, on connaît les processus décisionnels sur la pêche, mais en réalité on tombe quoi ? On tombe sur les dysfonctionnements de l'Europe qu'on va pouvoir retrouver. Aujourd'hui il y a des belles annonces sur la Grèce, l'allègement, la souveraineté grecque retrouvée, mais vous voyez l'histoire de la Troïka et de la façon dont ils ont étranglé ce pays avec une austérité absolument inhumaine pendant toutes ces années, ça fait partie de ces dysfonctionnements qu'on voit dans notre démocratie, qui n'est pas une démocratie. L'Europe est absolument opaque, elle est violente, elle est non démocratique. Et sur la pêche, en fait, par exemple, on est dans des cas de figure où on a des données scientifiques, objectives, chiffrées, économiques. On voit bien ce qui se passe, c'est une hémorragie pour les marins, c'est une hémorragie pour les ressources marines. Et donc nos économies en souffrent. Nos économies régionales, territoriales sont en train d'être dévastées par des politiques publiques qui sont absolument iniques. Nos pêcheurs artisans, profitez-en quand vous allez en vacances sur les littoraux français, parce qu'on ne les verra plus, ils sont en train de disparaître, ils sont absolument laissés pour compte justement par ces décisions publiques qui sont absolument folles, qui vont toujours privilégier l'efficacité, la facilité et ceux qui sont représentés politiquement. Et qui est représenté politiquement ? Les grands groupes industriels. Donc on est... Là, vous pouvez me garder 2 heures pour vous raconter ça de long à large en travers. On va mettre on en parlera d'ailleurs de cette Europe à 8h20 avec Pierre Moscovici. Quand vous dites qu'elle n'est pas démocratique, je rappelle quand même qu'il y a les élections européennes. Elles sont prévues en mai prochain. Pour le Parlement, seulement. Mais seulement pour le Parlement. La Commission, le Conseil, c'est autre chose. Quand vous évoquez des lobbies de toutes sortes pour la surpêche, vous avez des exemples précis des lobbies européens ? Alors oui, en ce moment, nous, on se bat contre la pêche électrique. Vous voyez, le fait qu'on puisse envoyer du courant électrique de façon absolument généralisée en fait dans l'océan. Donc on électrocute tous les poissons. Une chaise électrique qui ne fait pas de différence entre les espèces. Ouais, c'est absolument insensé, hein, ça paraît fou, mais pourtant c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a très peu de poissons, on finit par chercher les méthodes de pêche les plus efficaces pour les déloger du sédiment. Ma question était, où y a-t-il des lobbies dans ce cas précis ? Dans ce cas précis, là on est vraiment dans un face-à-face incroyable avec des grands lobbies industriels néerlandais, ultra puissants, qui ont l'oreille de la Commission européenne. Donc on l'a vu dans des décisions de la Commission européenne qui allaient contre la loi, qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas justifiables,
et qui ont posé un gros... on a vraiment révélé un scandale qui a généré une espèce d'onde de choc, en tout cas à Bruxelles. Malheureusement, les affaires bruxelloises arrivent assez peu en France. On parle finalement assez peu de l'Europe par rapport à ce qui s'y passe et l'importance que ça a pour notre quotidien. Et ces lobbies sont dans une espèce de campagne ultra-violente contre nous et contre les pêcheurs. L'intention de continuer à gagner des millions grâce à cette élection. Préserver les mêmes espèces. Association Bloom, dont vous êtes la présidente fondatrice. Merci Claire Nouvian Merci à vous. Passer ce matin sur l'antenne de France.